Oh my God, c'est commencé notre deuxième podcast, deuxième émission de cette deuxième saison! On a un invité en or, tu vas comprendre à la fin de l'épisode, un invité en or qui est avec nous, autrice, actrice, chroniqueuse, animatrice radio, animatrice, chroniqueuse Internet, elle fait tout. Elle fait tout. Tout. Aujourd'hui dans le podcast, on a Rosalie Bonenfant. Rosalie Bonenfant est avec nous. Si vous la connaissez pas, vous allez vraiment la découvrir. On va lui poser des petites questions sur ses affaires préférées. Hein? Mais vous allez voir, elle a comme un système dans sa tête assez complexe sur les couleurs, les chiffres et les... En tout cas, ça vaut la peine d'écouter ça. C'est comme une Léonard de Vinci des chiffres et des couleurs et des lettres. Cette conversation nous amène aussi ailleurs. On commence à discuter plus profondément de nous en tant que personne, nous en tant que société, des réseaux sociaux. On parle de plein d'affaires, puis c'est vraiment une belle conversation. Fait qu'on vous invite à vous joindre à nous pendant la prochaine heure, de jaser, commenter si ça vous intéresse. C'est vraiment une très belle conversation. Et on passe ça pour le podcast Big, Black and Beautiful Rosalie. Woo! Bonne écoute! Bienvenue tout le monde à ce podcast Big Black and Beautiful, deuxième émission de la deuxième saison avec notre invité aujourd'hui, Rosalie Bonenfant, qui est full chill avec sa casquette. Elle s'est dit, moi je vais mettre une casquette parce que là... Mais non, mais c'est parce que je faisais trop dur, là, mes cheveux étaient crottés. J'ai l'air d'un bon vieux garagiste à côté de vous, comme ça va. Ouais, mais t'es genre un garagiste fashion sexy, là. On aime ça, là. J'ai l'air genre du pichou du trio que vous traînez pour augmenter, genre, le nombre de personnes qui vous regardent, puis être comme, elle, là, on va la traîner, genre, ça va mettre tout le spotlight sur nous. Moi, si t'étais ma garagiste, je te donnerais tout mon argent. Exactement. Ah, c'est très confiance pour rénover mon auto, là, rénover mon auto, réparer mon auto. Tu pourrais faire ce que tu veux avec, puis yeah. Rosalie Bonenfant, bonjour, comment ça va? Salut, ça va vous deux? Ça va bien, top shape, tu passes une belle journée? Je passe une journée assez intense, comme en témoigne mon look. Mais je suis très contente d'être avec vous et de vous parler. On est très contents. Je veux commencer, là, je vais ouvrir la porte tout de suite. Je veux commencer par te féliciter pour ton Gémeaux. Merci. Et surtout te féliciter pour le speech en or que tu as fait. Un speech qui devait être dit. Ça, c'est la première affaire. Puis que je trouve ça formidable que tu utilises, dès que tu as une plateforme qui peut être un petit peu plus grosse, tu l'utilises à bonne issue, puis tu l'utilises vraiment pour être un tremplin pour ce que tu penses, puisque beaucoup de personnes pensent. Là. Je m'inclus là-dedans. Fait que je vais commencer par te féliciter sur notre personnalité. Tellement fin, merci. C'est sûr que, tu sais, j'étais un peu partout en même temps dans ma tête. Je m'attendais vraiment pas à ça. Puis même dans les coulisses, je me disais, j'espère que ce sera pas moi parce que je vais être trop timide s'il faut que j'aille parler en avant. Mais il y avait un timer de 45 secondes. Puis moi, la radio m'a appris à être, tu sais, sur le poteau. Fait que là, j'étais super stressée de le bosser, mais sinon, la liste aurait été tellement longue. Tu sais, j'ai fait référence à mon fond de teint, mais j'aurais pu faire référence littéralement à mon accent au fait que j'ai pas de handicap, à mon casting. Tu sais, il y a tellement d'affaires. La liste aurait pu être tellement longue. Puis en même temps, c'est sûr que j'ai toujours un peu peur d'être lourde. J'ai toujours peur d'être la fille qui est... Tu sais, on le sait, là, t'as des valeurs, c'est correct, passe à autre chose. Mais en même temps, pour moi, c'est rien qu'un souci de cohérence. Tu sais, dans les derniers mois, on en a beaucoup parlé, tu sais, sur les réseaux sociaux, de toutes sortes d'enjeux, tu sais. Puis je me dis, si tu n'utilises pas effectivement ta plateforme pour faire ça, et pas la prétention de partager des articles puis de dire à quel point c'est important parce que, je sais pas, pour moi, la cohérence, c'est vraiment très important. Si je me trompe pas, c'était la première année qu'on voyait toutes les nommées sur scène comme ça. Ouais. C'était super beau, là. Visuellement, c'était exceptionnel cette année, les Gémeaux, mais ça ajoute une pression de plus de genre, faut que tes réactions soient correctes, si c'est toi qui gagne, genre la caméra est sur toi, fait que c'est sûr que le stress était énorme OK, je suis sur scène, puis il faut que je réagisse, tu sais. Ouais, justement, mon ami m'a envoyé un screen grab de ma face quand je l'apprends, puis j'ai l'air presque ingrate, mais ce que je comprenais tellement pas, tu sais, au lieu d'être dans un comme « Oh, je suis tombée touchée », j'étais juste dans un
Qu'est-ce que c'est que cette rigolade? Mais non, finalement, je suis très contente, très flattée. Ah, ben, tant mieux, tant mieux. Puis, est-ce que tu as eu la chance d'avoir des petites entrevues, des choses comme ça après, j'imagine? Puis, de poursuivre la discussion sur ce que tu avais dit sur ton speech que tu as fait? Le lendemain, j'ai enregistré, je ne sais même plus pour où, pour qui, mais ça devrait sortir quelque part bientôt sur mes réseaux sociaux. Bon, super. Rosalie, premièrement, bon, écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, moi, je vais être très franc, je te connaissais peu, d'accord? Est-ce que ça t'offusque, ça, quand les gens ne te connaissent pas? Non, je trouve ça super normal, même qu'au contraire, ça m'étonne toujours quand quelqu'un tu sais, là, on n'est pas exactement dans le même milieu, mais quand quelqu'un de la sphère culturelle me dit « Ah oui, oui, je t'ai vu dans telle affaire, bravo pour ça », je suis comme « Voyons, comment ça tu sais que j'existe? » Tu sais, dans ma tête, ma carrière a comme 3 jours et demi, fait que je pense que c'est très normal, puis je suis même contente de ça parce que ça veut dire que toutes les performances que moi je fais, desquelles je suis pas super satisfaite, je me dis qu'il y a des chances que je suis encore un peu dans l'ombre quand je me plante. C'est exactement ce que je veux. Parce que c'est quoi le titre que tu te donnes exactement? Parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Là. Tu fais de la radio, tu écris, tu donnes du contenu autant sur les réseaux sociaux aussi. Et actrice aussi, évidemment. Au petit comme au grand écran, comme sur le web. Est-ce que tu te définis plus par comme... Est-ce que tu aimes ça qu'on te dise... Mettons qu'on aurait à te présenter, on dit Rosalie Bonenfant, actrice, Rosalie Bonenfant, productrice, Rosalie Bonenfant, écrivaine, Rosalie autrice. Qu'est-ce que... Rosalie qui cherche sa niche, clairement. Oh, mon Dieu, bon, tu vois, je vais faire tomber, je ris trop. Genre, mon antenne parabolique est tombée. C'est correct, je vais l'enlever, j'ai mal à la tête. Mais OK, donc, tu cherches ta niche, tu cherches encore où tu veux t'en aller avec tout ça, c'est ça? Ouais, mais tu sais, effectivement, je fais un petit peu de tout. Puis, parce que je suis encore super jeune, je commence. Fait que je pense que je peux me permettre de tout essayer puis voir ce qui me fait triper. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que je dirais jamais de moi-même que je suis une animatrice. Autant que je dirais jamais que je suis une actrice. Parce que dans ma tête, j'ai pas encore assez d'expérience pour avoir la prétention de dire oui, oui, enchantée, comédienne. Pour moi, tu sais, je joue et j'anime et je chronique et j'écris. Fait que c'est ça, c'est tout le temps super long et malaisant. Et tu sais, j'imagine aussi dans ta position en ce moment, c'est tu prends l'opportunité qui est là. Tu sais, si quelqu'un t'offrait un premier rôle, on le prend. Tu sais, évidemment, tu peux choisir là, dans la vie, mais tu sais, je pense que c'est une force de ne pas se barrer à rien. Tu sais, si quelqu'un dit OK, je veux sortir un single de musique avec Rosalie, est-ce que tu le ferais? Eh boy, je dirais prépare ton autotune, mon chum. Mais non, c'est ça, je trouve ça cool de pouvoir explorer parce que je trouve qu'à quelque part, tout est un peu connexe. Tu sais, même à temps perdu, je m'intéresse à l'art visuel aussi. Puis quand je fais ça, souvent, ça me donne envie d'écrire. Autant que quand je lis, là, souvent, j'ai envie d'écrire ou quand j'écris, des fois, j'ai envie de jouer. Fait que je trouve ça cool de me donner de l'espace aussi pour m'auto-nourrir l'inspiration. Puis j'ai l'impression que d'année en année, le créneau va s'affiner un petit peu. Puis c'est une force, tu sais, de faire quelque chose qui t'inspire quelque chose d'autre. C'est que tu vas te ramasser à faire des projets qui englobent plusieurs affaires. Tu sais, tu pourrais tellement écrire de quoi, puis faire un art visuel pour appuyer ça, puis faire une chronique sur ça. Tu sais. Exact. Mais est-ce que ça vous arrive, vous, de faire quelque chose puis d'être inspiré dans d'autres sphères ou dans, justement, d'autres domaines connexes, peut-être? Non, jamais. Moi, je suis jamais inspiré. Je suis pas inspiré. Ça m'inspire pas, les affaires. Moi, je suis plate, je suis beige. Je suis rendu, avec la pandémie, là, je suis rendu bête, sans émotion. Je suis rendu le plus beige dégueulasse qu'il n'y a pas. Mais là, ça reprend tranquillement pas vite. Non, c'est pas vrai. Je fais des blagues, là, c'est pas vrai. Mais oui, tu as raison. C'est parce que je te crois pas que t'es beige présentement. On le devine pas. Effectivement, je suis assez coloré. Tu as parfaitement raison. Mais c'est vrai que c'est le fun des fois de pouvoir faire quelque chose dans un numéro sur scène que tu dis, ah, je pense que ça va, ou de voir quelque chose qui va t'inspirer un numéro, ou d'entendre une tune qui va t'inspirer un numéro, de voir un costume qui va t'inspirer. La drague, surtout, c'est tellement un amalgame de plein d'arts différents au niveau de la mode, au niveau du maquillage, au niveau de la chanson, de l'humour, de la danse. Fait que tout ça combiné, ça jumelle, mais c'est tout des vases communicants. Fait que des fois, il y a une affaire qui t'inspire quelque chose dans une autre, puis ainsi de suite.
Puis, tu sais, la plupart du monde qui commence à faire la forme d'art de drague ont toujours un petit à côté d'une autre forme d'art qu'ils font, tu sais. Je pense, toi, Barbada, tu fais de la musique, moi, je chante. Il y en a qui sont plus côté mode. Fait qu'on a tout un petit à côté qui nous mène un peu à faire de la drague. Puis là, la drague englobe. Tu sais, t'as des drag queens qui font du théâtre, t'as des drag queens qui chantent, t'as des drag queens qui dansent. Fait que t'as vraiment... C'est l'art parfait pour mélanger puis joindre 2-3 projets ensemble. Ouais, puis je pense que tout artiste aussi peut être, en fait, doit être inspiré par la vie. Tu sais, ne serait-ce que de voir quelqu'un dans la rue et de se dire, ah, cet élément-là, c'est un personnage. Tu sais, déjà, je veux m'approprier ça. Ou... En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que plus je consomme de l'art, plus j'ai envie d'en créer. Ah, ouais. C'est quoi ton lien, Rosalie, avec les dragues? Est-ce que tu en as vu beaucoup? C'est quoi ton lien dans ta vie? Je te dirais que j'aime aller en voir, mais tu sais, je suis pas... je suis très néophyte encore. Je pense que mon lien le plus proche, c'est que quand ça fait vraiment longtemps que je me suis pas maquillée puis que je retrouve mes pinceaux, je finis souvent par ressembler moi-même à une drag queen parce que je m'emporte. Tu sais, c'est même pas parce que j'aime être maquillée tant que ça que j'adore prendre ce moment-là. Puis genre, présentement, je vous regarde puis je suis pas gênée de ma face, mais j'ai le goût de ce rituel-là, tu sais, de mettre de la musique puis d'aller over, tu sais. Et est-ce que tu ferais de la drague? Est-ce que tu en ferais? Mais est-ce que pour faire de la drague, il faudrait forcément que je me mette en homme ou je pourrais être en drague? Tu pourrais être en drague. Ça pourrait être juste mon alter ego. Il y a des femmes qui font de la drague. C'est comme, même, en ce moment, c'est chose commune. Là. Il y a des femmes qui font de la drague, il y a des hommes, il y a des femmes trans. Il y a vraiment le genre qui t'est assigné à la naissance, ça a peu d'importance dans ce que tu veux faire. Ben là, c'est sûr que ça m'intéresserait. Il faudrait que vous m'appreniez à bouger, là, parce que ce serait pitoyable, là. Genre, mon nom de drague, ce serait comme le verre luisant, là. Pauvre, tu sais. Pour vrai, c'est ça que ça serait ton nom de drague? Parce que c'est de même que je bouge, tu sais. J'aurais juste l'air d'une nouille qu'on peut plus aider. Mais toute la préparation, ça, j'adore ça, là. Ne serait-ce que pour la... Mais en même temps, j'aurais peut-être pas besoin de colprite dans les sourcils parce que mes sourcils sont tellement hauts. Mais genre, j'adore me déguiser depuis que je suis tout petite. Fait que c'est sûr que ça me plairait. Mais on voit que tu oses aussi parce que ce que tu as porté quand même aux Gémeaux, on s'entend que c'est loin d'être une robe de gala standard, là. Loin de là, là. Ouais. Mais ça, c'est mon amie formidable Anne-Sophie sur Instagram, qui à la base est scénographe, mais la veille, j'ai juste dit « Anne-So, là, j'ai rien à mettre! » Puis elle me dit « Parfait, rejoins-moi au centre-ville dans 30 minutes. » Puis elle m'a tout trouvé, puis elle était comme « Là, tu vas mettre tes boucles d'oreilles-là, tu vas te faire un look de même, tu vas te maquiller de même. » C'est elle qui a géré aussi mon toupette trop court. Est-ce que tu avais des rallonges ou c'était tous tes cheveux? Non, c'est mes cheveux, j'ai essayé de... Il était beau, là, il était tellement beau. Merci. J'ai vraiment aimé ça. C'est le genre de choses que tu portais ou c'est vraiment, ça t'a amené ailleurs complètement ce que t'as... Mais je pense que je suis quand même assez, tu sais, androgyne en général. Là. J'aime ça porter des affaires oversize, j'aime ça. Puis là, moi, c'était mon petit tracas, là, c'est super niaiseux, mais je rentre dans presque aucun de mes pantalons. Fait que j'ai dit à Anso, il faut absolument que ça soit oversized. Genre, C'est-tu la pandémie qui a frappé souvent de ça? Parce qu'on s'entend que... Ben voyons donc! Ben là... J'ai passé la pandémie assise sur ce divan à me goinfrer. Puis je sais, tu sais, je recommence à vivre. Fait que ça va se replacer, là. Mais j'ai dit, il faut que ça soit comme... Je suis size et up, là, que ce que je porte normalement, parce que... Moi, je comprends pas ça, parce que, tu sais, ça fait 28 ans que je pèse seulement 100 livres. Fait que... Oui, exactement. En haut des épaules. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est zéro... pour me plaindre, whatever, c'est juste que je me disais, il va falloir que je sois confortable parce que j'ai pas envie de comme passer la soirée à essayer de... peut-être que je manque juste de féminité, là, mais c'est aussi que j'aime ça, porter des affaires très... c'est mon petit côté, la lesbienne en moi, je pense, qui se manifeste comme ça. On dirait que je trippe... Puis j'aime ça, des fois, peut-être que c'est pour ça que j'aimerais ça faire du drag, tu sais, pour me permettre d'aller là. Mais on dirait que j'ai tellement tout le temps peur d'être la fille qui joue sur son physique puis qui se sert de ça que je suis très appelée par le look. J'ai l'air d'avoir mis aucun effort, même si dans le fond, j'ai pris plaisir à mettre un effort. Tu sais. T'as peur qu'on t'associe en étant belle et pas bonne ou...
Je sais pas, j'ai juste pas envie que... J'ai pas envie de comme, mettre trop d'énergie sur mon physique pour que ce soit ça qu'on pense de moi en premier. J'ai pas envie d'être une belle fille. J'ai envie qu'on se dise « Hey, cette fille-là, elle est tellement tripante, elle a un propos. » Mais tu sais, tout ça, peut-être que ça va se détruire en thérapie. Je pense que ça vient d'une réalité, nous, on connaît pas ça évidemment, mais une réalité d'étant une femme dans notre génération. Est-ce que tu penses que ça vient de là? Peut-être. Puis, tu sais, même moi, il doit me rester des petits soupçons de misogynie intériorisée pour me dire je ne peux pas être trop belle, pas dans le sens que j'ai peur d'être trop belle, mais tu sais, j'ai toujours l'impression que ça va comme décrédibiliser ce que j'ai à apporter, ce qui est super niaiseux comme idée, je le sais. Mais puis aussi, il faut dire que j'aime ça, des styles androgynes, tomboyish, on sait pas trop. Mais c'est vrai que j'ai pas tant ce côté-là. Tu sais, je suis coquette, mais je suis pas girly, fleur bleue, mettons. OK. Je comprends très bien. Mais écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas beaucoup, là, comme écoute, je vais être très franc, je faisais partie de ces personnes-là parce que c'est Gab qui t'a contacté pour que tu t'invites, pour qu'on puisse t'avoir sur notre podcast. On a envie de faire une petite affaire avec toi. Bon, ce ne sera pas une espèce de forme de jeu ou voilà comme tu veux, là, sur genre ton préféré. Fait que n'importe quoi, genre ton préféré, ça va nous aider à te connaître un petit peu. Puis, regarde, c'est très ludique, là. Tu peux répondre ce que tu veux, on s'en compte. Parfait. Ça va juste être retenu contre toi. C'est bon? Fait qu'on y va bien simple, genre une couleur. Ta couleur préférée, maintenant? Jaune. Ton animal préféré? Ah, il y en a tellement. Je peux vous faire un top 3. Ben oui. J'aime beaucoup les ânes. Je trouve ça vraiment beau. J'aime beaucoup les loutres parce que ça couine, puis je trouve ça adorable. Puis j'aime beaucoup les paresseux parce que ça me ressemble. Bon, ben, c'est bon, je pense que c'est pas des choix typiques qu'on entend souvent. Tellement pas, là. Mais tellement pas. Genre tigre, lion, girafe, me semble. Ça doit être... Je les aime tous aussi. Moi, là, mon animal préféré, là, mon animal préféré, c'est le pandarou. Oh! Oui, pareil comme toi en ce moment. Voilà. Oui, en ce moment, je suis pas mal un pandarou. Pareil. OK, on y va avec ton chiffre préféré. 3. Parce que 3, dans ma tête, c'est jaune. Je sais pas si vous aussi, c'est le même, là. Mais moi, dans ma tête, je vois les chiffres et les lettres d'une façon très, très, très particulière. Là. Dans ma tête, il y a de 1 à 10 ici, de 11 à 20 par là. Puis après ça, ça monte en spirale au-dessus de ma tête jusqu'à 100. Puis chaque chiffre est associé à une lettre qui a une couleur. Ben, Fait que si tu dis dans le chiffre 10, c'est quelle couleur? 10, le 1, il est blanc, puis le 0, il est noir. Ben voyons donc! OK, Vert, mon Dieu! 5, c'est bleu. F, c'est jaune, puis ça va avec 3. Je sais pas pourquoi. OK. C'est comme genre, t'es comme l'espèce de Léonard de Vinci, des chiffres, des couleurs. C'est aïe aïe, OK, c'est quand même. C'est comme le mime de Sarah Paulson, tu sais, où elle a plein de calculs devant les yeux, là. Ouais. Elle essaie de comprendre. Ton artiste du moment préféré? Ben, j'adore l'AF, le groupe de rap. Je connais pas. Il est merveilleusement bien. Puis j'ai découvert cette semaine, ils ont une collab avec une artiste qui s'appelle Xela Edna, qui chante sur cette tune-là. Puis là, j'ai écrit pour lui dire hey, c'est tellement hot cette collab-là. Puis elle m'a dit va écouter mon EP, j'étais allée le télécharger. J'ai adoré. Elle a une espèce de voix un peu comme si un ange et un alien avaient fait un enfant. Ouh. Ça donnerait la voix de Xela Edna. J'adore. Elle gagne à être découverte. Toi, tu considérais que tu es le mélange de quel type de... Bon, on sait c'est qui ta mère, évidemment, là, mais mettons qu'on l'oublie, tu considérais que tu es... si tu avais deux êtres, pas nécessairement des êtres humains, des êtres vivants, des êtres whatever, qui se joignaient? Bonne question. Tellement bonne question. Je dirais que il y aurait une citrouille. La jonction entre une citrouille parce que j'ai une vive passion pour l'Halloween et tout ce qui est spooky. Ça me fait capoter. Fait que, bon, ben là, peut-être qu'au lieu de citrouille, je pourrais dire genre Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, mettons. C'est un bon choix. Et
et une flaque. Parce que c'est très, très, très mou et sensible à l'intérieur. Et ouais, il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de solidité à l'intérieur de ça. Fait que, OK, parfait. Écoute, pendant qu'on en parle, ton film d'horreur préféré? d'horreur, quelle bonne On peut question. faire un top 3 s'il y en a trop, j'avoue, là, parce que c'est vrai que c'est difficile. Ben, premièrement, c'est pas des films d'horreur, mais toute l'œuvre de Tim Burton me fait capoter. J'adore son univers créatif. L'affaire, c'est que j'aime beaucoup les films d'horreur, mais je trouve que c'est rare qu'un film soit à la fois bon et fasse peur. Hmm. C'est souvent un ou l'autre. J'ai beaucoup aimé le Babadook. Quoi? Vous l'avez vu? Non, c'est quoi, toi, Gab? Moi, j'ai aucune. Babadook, oui, moi, je sais quoi. Ouais, le film qui est comme une grande analogie sur le deuil. Un monsieur avec un chapeau, là. Voyons, non, j'ai pas vu ça. Non, je ne sais pas. Babado. C'est ça. À rechercher. OK, intéressant. Puis, OK, cool. Moi, mon film, juste vous dire que mon film préféré, c'est probablement Décadence. Ça. Ah ouais. Mais, Moi aussi, j'aime pas les films d'horreur, mais les seuls que je vais vraiment écouter, c'est Décadence. Ouais, C'est très mais beau. je vais être franc avec toi, Gabriel. Moi, je suis pas mal sûr que c'est le 6e que tu aimes le plus. Ça 6. Ça 6. Ah, mon Dieu, la joke de merde. Je tiens à dire un beau bonjour à mon copain qui m'a sorti cette joke-là l'autre jour et j'ai pris. Wow! Ça 6. Bon, OK, on continue quand même, hein, parce que là, c'est pas tout. OK, j'y vais avec ton artiste, tout genre confondu, québécois préféré. André Fortin. Okay? Je pense que de toutes à chaque fois qu'on me demande des tops, je trouve ça super dur, mais ça, sans hésiter, DG Fortin. Ah oui. Ouh. Ah, nice. Très, très bon choix. Excellent. Ton endroit dans le monde préféré, ou ça peut être au Québec, ça peut être n'importe où, là, mettons ta ville préférée. Dans le monde! Dans le monde! Bon, OK, on va simplifier la question, mettons. L'endroit dans le monde que tu as vu, où tu es allé déjà, que tu as préféré. J'ai beaucoup accroché sur la Toscane. Ouh. Ça me donnait envie d'être comme une héroïne de livres des années 50. J'ai bien aimé. Mais là, j'ai le goût de vous renvoyer toutes ces questions-là pour Vas-y. une conversation fluide et naturelle. Vous n'avez pas répondu à ça à chaque invité que vous avez reçu, là. Non, Mais on fait pas toujours les mêmes jeux, là. Ah, OK. C'est comme Marc-André Gondrin a fait un striptease. On s'amuse, là. On fait pas tout. Bon. Non, sincèrement. Bon, OK, Gab, vas-y d'abord. Ton endroit Ma place préférée au monde? McDonald's. Entre autres, la glissade chez McDonald's. Non. Que j'ai visité, là, je vais dire San Francisco. Ah ouais? Ah, cool. J'ai vraiment beaucoup... si San Francisco n'était pas aux États-Unis, j'aimerais ça encore plus. Ah ouais. Je sais pas si ça fait du sens, là, si San Francisco était comme sorti juste des États-Unis, juste parce qu'en ce moment, j'ai un peu de la misère avec les États-Unis, là, mais... ouais, ce serait ça. Jusqu'au 3 novembre. Jusqu'au 3 novembre, toucher du bois tabarnak. Non, moi, je te dirais que c'est drôle, San Francisco, que tu dis ça. Je suis jamais allé, par exemple, mais j'avoue que j'aurais probablement aimé ça. Mais ça peut être wild, San Francisco, quand même. Hein? C'est wild. Fais-toi-en pas, là. C'est wild. C'est assez... j'ai entendu et j'ai vu des choses... Mais il y avait une liberté d'être à San Francisco. Il y avait, je sais pas, veux pas, c'est très ouvert côté homosexualité aussi, là, des parties de San Francisco, mais je sais pas, ça a été un des plus beaux moments de ma vie, puis je pense que je l'associe à ça. Très hot. Moi, j'avoue que j'ai aimé, on va complètement ailleurs, j'ai aimé beaucoup un moment particulier où j'étais à Éphèse, dans des ruines écoute, des ruines, évidemment, on s'entend que Éphèse, c'est en Turquie, là. Puis tu as des ruines là où tu fais comme aïe, ces affaires-là qui sont devant moi datent d'avant Jésus-Christ. Puis tu dis, nous autres, dans notre petite Amérique du Nord, on célèbre les 400 ans de Québec, puis on est comme, wouh, 400 ans, c'est beaucoup. C'est comme, ça a plus que 2000 ans, ce qui est devant moi. Ça m'a vraiment marqué dans ma vie à quel point on est jeune et adolescent en Amérique du Nord, tu sais, à quel point notre civilisation, en tout cas, est jeune. Fait que ça m'a vraiment frappé. Mais un des très, très, très beaux coins que j'ai vu, il y en a tellement, par exemple. C'est beau, le monde, hein? C'est tellement beau. Un endroit, mais vous voyez, un endroit où vivre,
je vous aurais dit Montréal. Je trouve que c'est une ville, Ouais. on dirait que la visiter, je comprends que ça peut être un peu quelconque, mais y vivre, je trouve que c'est vraiment une ville magnifique. Je trouve que le monde est beau. Je trouve que ça sent bon. Je trouve qu'il y a plein de belles affaires à faire. J'adore cette C'est à ville. cause que tu n'as jamais vécu à Québec pour dire ça. Je Mais pense que ça me plairait. Je sais pas. non, je pense que c'est drôle parce que d'habitude, on dirait que c'est le vibe général, c'est souvent l'inverse que les gens disent, du moins les Montréalais, parce que, tu sais, ils se disent, ah, les endroits qu'on aime, c'est tout à l'extérieur, mais ils oublient à quel point c'est beau. Tu sais, c'est vrai, on est, comme ils disent, là, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, là. Mais il faut y habiter pour comprendre l'intérêt de Montréal. Ouais. Mais tu sais, il y a plein d'endroits, des fois, que tu fais comme, c'est fascinant, mais les gens ne prennent pas le temps de le découvrir parce que c'est ici. Tu irais ailleurs, dans un autre pays, là, tu visiterais la basilique Notre-Dame, tu ferais comme « Ah, c'est magnifique, c'est donc gros, c'est beau », mais étant plein ici, chez nous, il y a des projections à l'intérieur, puis on y va presque pas. Puis même nos parcs, tu sais, moi je pense aux lumières sur Saint-Laurent, RIP, les boules du village, mais tu sais, il y a tellement d'art, puis de beaux festivals. Je trouve que, ouais, vraiment, Montréal est magnifique. Mais le Canada, en général, est gâté côté art. T'sais, moi, j'ai vécu à Toronto 3 ans, puis c'est un peu la même affaire. Là. Je pense aux soirées de Nuit Blanche ou les soirées qu'on a la chance de vivre de l'art comme ça. On est chanceux au Canada d'avoir une expression, puis évidemment, les budgets dans les arts sont pas toujours là, mais on est chanceux qu'on investit quand même dans l'art au Canada en général. Clairement, il y a une belle chose qui peut... mais, tu sais, en même temps, quand tu regardes ce qui se fait des fois ailleurs aussi, tu te dis « Aïe, aïe, c'est... » Je veux dire, nous, nos petits défilés du Père Noël ou du Carnaval à Québec, t'es comme... Wouh! Nous autres, c'est des grosses affaires, les défilés de la Saint-Jean ou de la Saint-Patrick, t'es comme « Yeah, on s'en va! » Alors que quand tu t'en vas à Rio, puis tu vois le Carnaval de Rio, tu fais comme... ben voyons, je veux dire, honnêtement, là, le carnaval, là, c'est genre le défilé des maternelles pour eux là-bas. Tu y es allé à Rio? Oui! Oh mon Dieu! Écoute, bon, là, ça y est, on part. Regarde, Rosalie, tu peux fermer ta caméra, tu peux t'en aller, parce que là, je vais parler de mon voyage à Rio. Ça va durer au moins une demi-heure. Non. Mais là, remets ta coiffe! Ah oui! Ah ben oui! C'est ton moment, là! Attends, regarde, c'est ça. Voilà. Et là, je m'en vais faire de la samba. Je me lèverai pas parce que je suis en bobette, là. Mais non, sincèrement, là, je vous jure, le carnaval de Rio, c'est inconcevable à quel point c'est gros. C'est, pour vous donner une idée, là, je fais ça vite, là, mais imaginez le Centre Bell, OK? Coupe les bouts qui sont en rond, là, garde juste les deux parties qui sont alignées, puis mets-en, mettons, 6 ou 7 alignés comme ça, sur une distance d'à peu près, je vais dire, un peu moins qu'un kilomètre, c'est à peu près 700 mètres, un peu moins qu'un kilomètre. Ça, c'est là qu'ils défilent, d'accord? Les soirs de carnaval. T'es dans une estrade pour regarder les estrades de chaque côté, il y a une rue en bas sur 700 mètres, même un peu plus, je pense que c'est 800 mètres. Ça s'appelle le stade, le Sambodrome. Et les gens défilent là-dedans. C'est des écoles de samba. Et là, c'est une compétition. Premièrement, les gens ne le savent pas, mais c'est une compétition. Tu as des écoles de samba. Ils commencent, ils rouvrent la grille au début. Okay? Et là, la musique commence. C'est la même tune qui joue. Okay? La même tune de l'école, de cette école-là, là, qu'ils ont composée, etc., qui fit avec leur thème. C'est la même tune. Fait que là, ça commence. Les percussions. Bon, tu as l'annonceur au début. Et là, ça commence. Tu as la commission du front qui commence. C'est des acteurs, des comédiens payés qui ont un char allégorique ou quelque chose, qui font une pièce de théâtre. Après ça, tu as le roi et la reine de cette école-là qui ont des robes, mais à chier à terre. Ça n'a aucune comme une mesure. Toutes les robes sur Canada's Drag Race, là, c'est du 2-3 sur 10 comparativement aux robes qu'ils ont là-bas. Je te jure, c'est incommensurable à quel point c'est sexy. Comment? C'est super sexy, non? Ben, ça dépend. C'est parce que t'en as qui sont hyper sexy, vraiment, là, tu sais, échancrés jusqu'au nombril, puis avec les talons à la gladiateur, puis les filles sont magnifiques, puis là, ils partent le pas de samba, là, puis là, les fesses qui vont comme ça sans arrêt. Autant t'as, genre, le roi et la reine, ou bref, des gens qui défilent là-dedans, qui ont des robes pailletées, pierrées, avec des plumes, ça n'a aucun bon sens.
Et là, tu as à peu près 3000 personnes qui défilent, qui passent. Ça dure 1h15. Ils ont 1h15 pile, puis c'est chronométré pour refermer la grille 1 kilomètre plus loin. Faire rentrer tous les chars allégoriques, les 3000 plus personnes, et fermer la grille à l'autre bout. Okay? Ça, c'est 1h15. Puis dans la nuit, là, tu en as 7 écoles qui défilent comme ça. Fait que la première est comme à 10h. Puis c'est tellement éclairé le stade là, que tu te sens en plein jour. Tu montes ton cellulaire, là, la luminosité au maximum parce que tu vois rien, tu es comme je suis en plein jour. Puis là, la dernière école commence à défiler, puis tu vois le soleil se lever, tu fais je viens de passer toute la nuit à entendre du tchakalaka, 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 la musique de tchak, 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 tchak. C'est pire que prendre la drogue. J'ai jamais pris de drogue, là, mais je suis certain que c'est pire que prendre la drogue. C'est hallucinant. Bref. C'est un gros party, c'est pas rien comme un spectacle. T'en fais un peu partie, toi. Oui, c'est ça. Les gens sont debout, ils dansent. Les gens, c'est leur célébration. Ne sois pas pour regarder ça, là. T'es debout et tu danses tout le long, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, le show se passe, puis là, quand ça passe entre les écoles, le temps que l'autre école commence, puis qu'il arrive devant toi, tu as du temps de t'asseoir, aller aux toilettes un peu, whatever, c'est sûr. Mais il reste que quand ça arrive devant toi, les gens, ils se lèvent, ils sont tellement dedans. La musique, là, c'est enivrant, je te jure, c'est comme une espèce de transe, de ritournelle, parce que la musique est tellement avec toutes les percussions, c'est incommensurable. Je vous dis, puis ça, là, c'est une soirée. Dans la semaine, là, tu as 2 soirées comme ça d'école professionnelle, tu as 2 soirées d'école débutante, puis à la fin, ils font le défilé des champions avec les 6 écoles qui ont eu le meilleur des points. Fait que je te jure, là, tu peux passer des nuits blanches sans arrêt. Ça, c'est le soir, parce que le jour, dans les rues, là, ils ont ce qu'ils appellent des blocos. Ils bloquent des immenses... Genre le boulevard René Lévesque, là, ils bloquent ça sur, je sais pas, 300, 400, 500 mètres à peu près, et c'est plein de gens dans la rue. Ils ont un gros camion avec des immenses speakers. Ils mettent le party là-dedans. Je vous jure, il y a... En tout cas, j'ai pas fait le tour du monde, évidemment, là, mais au Québec, en tout cas, puis au Canada, il n'y a aucun party qui équivaut à ça. On a des gros parties là, à la Saint-Jean, là, mais c'est rien comparativement à ce qu'il y a là-bas. Parce que là-bas, ça dure pendant une semaine de temps. Nous, la Saint-Jean, c'est une soirée. T'sais, on s'en va soit le 23 ou le 24 juin, on s'en va soit à Québec ou à Montréal, on fait le gros party, on boit de la bière, c'est fini. Là-bas, là, c'est une semaine de temps. C'est le soir, toute la nuit, c'est le jour après. C'est non-stop. Bon, OK, j'arrête d'en parler parce que sinon... Est-ce que... moi, j'ai une dernière question là, sur le Brésil. Est-ce que tu te sentais en sécurité? Moi, OK, ça, c'est une excellente question. Pas véhiculer des préjugés, mais moi, en tant que fille, déjà, ça me fait super peur. Faut faire attention. C'est sûr et certain que, je vais être franc, tu y vas habillé comme tu es là, tu n'auras aucun problème. Mais si tu te grimes, tu mets les bijoux, tu mets la montre, tu mets tu te promènes avec ton iPhone 11, c'est sûr et certain que tu vas te faire spotter. Le but, là, c'est d'être le plus basic possible. C'est ça l'affaire. Puis c'est comme ça qu'on voyage en touriste. Tu vas pas dans un pays où les gens, c'est pas tout le monde qui crève de faim au Brésil, évidemment, mais où les gens ont besoin d'argent, où il y a des secteurs qui sont... Évidemment, il y a certains secteurs de la ville, tu y vas pas. Ça, il faut que tu fasses très attention. Toi, tu étais là avec ton chum? Non, même pas. Je suis allé avec un ami qui nous a organisé ça, un groupe là-bas. Il nous a fait défiler dans le carnaval aussi. Dans une des écoles débutantes là, que je vous parlais, les écoles, pas les écoles professionnelles, les écoles débutantes, on a défilé dans le carnaval. C'était extrêmement impressionnant. Il n'y avait pas ta mère aussi? Tu étais avec ta mère aussi? Ma mère était là aussi parce que je voulais absolument qu'elle voie ça au moins une fois dans sa vie. Je me suis dit, écoute, Puis, écoute, ma mère, 68 ans quand on est allé, 68 ans quand on est allé, elle a regardé la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième école défilée. La seule qu'on n'a pas vue, on a rendu à la septième, on a fait que là, on n'est plus capable, là, ça n'a plus de bon sens. C'est trop. On a passé la nuit à danser là-dessus et à regarder du monde défiler, on n'est juste plus capable. Là. Fait qu'on est parti. Mais à 68 ans, imagine, là, elle a fait le party toute la nuit là-bas. C'était incroyable. Incroyable. Je te dis, Carnaval de Rio, ben, pas en temps de pandémie, évidemment, là, mais si vous avez la chance d'aller voir ça, Gab, si t'aimes les costumes, tu vas chier à terre. Bon, est-ce qu'il y a des femmes plus rondes qui dansent à samba? Il y en a, ben oui, absolument. Ça. J'ai l'impression que tu as besoin d'un peu de gras sur ton corps aussi pour que ça shake comme ça. Ben, je te garantis que les filles qui ont la bobette échancrée puis le maillot échancré super haut, les fesses en arrière, ça shake sur tout un temps. Ah ouais, c'est incroyable. Je te montrerai des vidéos à un moment donné. Ben oui. Il faut ça, mon Dieu! Grosse parenthèse, mais le Brésil, ça vaut la peine. Tu l'as bien vendu, en tout cas.
Genre, si on pouvait, j'irais là. Je partirais. Ah, ben oui. On pouvait. C'est pas le temps du carnaval là en ce moment, là, c'est sûr. Mais tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que le jour, là, les gens sont dans la rue, mais c'est 40 degrés sans humidex, là, c'est immense, c'est comme, c'est fou, il fait tellement chaud, ils défilent avec des grosses, pas ils défilent, excuse-moi, mais ils envoient tu sais, des gros camions qui envoient de l'eau là, dans les airs, là, parce que pour rafraîchir un peu, parce que c'est tellement chaud, tu sais. En tout cas, très, très hot. Et quel, Rosalie, pour toi, le voyage qui t'a le plus marqué de ta vie? Ah, ben là, c'est difficile parce qu'il y a tellement différents facteurs qui ont marqué différents voyages. Aïe, aïe. Tu sais, j'ai eu la chance. Ah, ben, je pense que mon plus gros dépaysement à ce jour, ça a été le Maroc. On est allé. On dormait quelques nuits, on s'est promené pas mal, mais on a dormi quelques nuits à Ouarzazate, dans la vallée des Roses. Puis on dormait dans une espèce de casse-bas où on voyait les mains de ceux qui avaient fait la casse-bas. Tu sais, ça, puis de se faire réveiller par des prières qui résonnent dans toute la vallée en pleine nuit. Ça a été vraiment quelque chose en termes de dépaysement. Puis en termes de manger de la tagine à chaque jour, matin, midi, soir, ça a été quand même... je pense que... Ouais, mais je pense que c'est la première fois où je me suis dit, OK, ben, je me sens vraiment loin de chez nous. Tandis que, tu sais, il y a des places où plus loin, genre Hawaï, c'est super loin, mais c'est tellement américanisé que t'as pas cette espèce de choc-là. Ouais. Je pense que ça a été mon plus grand choc culturel. Avec qui t'étais allée là? J'étais allée pour partir autrement en famille, une émission produite par TV5 où ils font découvrir des pays hors des sentiers, très touristiques. Ouais. Fait que ça a été très cool. J'étais partie avec ma mère, une de mes deux sœurs, puis Richard, un ami maquilleur à ma mère. Donc, c'était dans le cadre d'une émission de télé, là. T'étais pas juste là, il y avait des caméras qui filmaient, qui Oui, c'est ça. Mais il y avait un DOP, puis la réalisatrice. C'est tout. C'est tout. OK. C'était pas une grosse équipe, là. Tu te sentais Non. pas comme... C'est quand même un voyage de gang, tu sais. C'était un voyage de gang, tu sais, mais c'était pas... On n'arrivait pas là avec notre grosse équipe de tournage, tu sais, de nuit où justement on a fait un trek dans le désert, puis on dormait dans un petit bivouac, puis les locals ont comme sacrifié un book pour nous. Oh mon Dieu, c'est Survivor style, là. T'étais comme dans Survivor, là. Exactement ça. Je pensais que j'étais bien à l'aise en voyage, puis que je pouvais en prendre. Tu sais, c'est rare que j'ai envie de rentrer chez nous. Mais là, je te dirais que quand j'avais des petits bouts de poils de bouc dans la bouche, j'étais comme... J'ai jamais eu autant envie de manger une soupe Lipton de toute ma vie. Mais j'ai vraiment apprécié ça. Je change de sujet, Barbada, parce que tu m'as dit Survivor, puis ça m'a inspiré. Rosalie, si tu avais une télé-réalité à participer, ce serait laquelle? Oh, c'est intéressant, ça. Ah, je pense que je serais bonne dans un X-Factor. Ça? Non, c'est-tu? Attends. Non, c'est pas ça. J'ai parlé de l'affaire de chant. Je voulais dire Fear Factor. Fear Factor. Oh! Fear Factor! Ouais, parce que je suis tellement pas dédaigneuse que, tu sais, moi, tu me mets dans une bassine de tarentule, je vais la trouver ta clé, là. Aucun stress. Pas de grenouille. Tu vas manger genre un œil de vache sur le frais. Mais moi, j'ai travaillé dans un camp de jour. Puis à chaque jeudi, là, je me sens mal parce que j'ai l'impression que c'est plus comme une entrevue qu'un échange. C'est ça, le podcast Big Black Community, on jase de tout. Fait qu'on veut apprendre à te connaître. Si je parle trop de moi, je veux pas. Non, je comprends, les gens. Je viens de parler une demi-heure du temps du Brésil et du carnaval de Rio. Fait que t'es correct. Vas-y, jase. Mais ouais, c'est ça. J'ai travaillé dans un camp de jour où à chaque jeudi, pour divertir les enfants, on avait les jeux dégueux. C'est juste les animateurs qui étaient soumis à une espèce de concours de qui va faire l'affaire la plus dégueu pour ramasser des points pour son équipe de jeunes. Fait que, tu sais, j'ai mangé des vers de terre, des sauterelles vivantes, la tête dans une espèce de boc avec plein de bébites. Comme, je suis tellement pas dédaigneuse, c'est problématique. Ben, pas de la bouche. Je suis pas dédaigneuse de la bouche. Les textiles, ça m'écoeure. Hein? Attends, explique ça, là. Genre, mettons, tu as un vêtement, tu mets un vêtement qui est pas confortable, puis t'es comme, ah, ça m'énerve ou... Genre, je peux avoir vraiment fucking frette. Quelqu'un va me proposer son chandail, puis je vais être comme, ça va, merci. Mais tu sais, on pourrait se passer un soupçon, j'aurais aucun stress. Mais mettre son chandail ou dormir dans les draps de quelqu'un d'autre, là, ça passe pas pour moi.
Oh mon Dieu, c'est drôle. Ouais, fait que peut-être que C'était quoi ton nom? C'était quoi ton nom d'animatrice de camp de jour? Azimut. Azimut. Moi aussi, j'étais. Mon nom, c'était Wega. Oui, gars! Ça Ouais. vient d'où, hein? À vrai dire, je sais pas ça vient d'où, mais j'ai appris par la suite qu'il y avait un sex shop dans le village de Montréal qui s'appelait Wega. Exact. Oups! C'est drôle. Ouais. Voilà. C'est hot, hein, des grands jours. Ah oui, mais moi, c'est un camp de vacances, fait qu'on Ah. dormait là. Encore mieux. Mais pas avec les jeunes. Les jeunes dormaient, puis nous, les animateurs, on était dans un autre camp. Wow. Mais c'était vraiment le fun. J'ai passé 2 étés dans un camp de vacances. Moi, mon nom, c'était sergent de section pas de vin parce que j'étais dans des camps de cadets. Oui! Fait que ça a été sergent de section, puis après, je suis devenu officier. Fait que ça a été, monsieur pas de vin ou sinon, enseigne de vaisseau de première classe, pas de vin. Fait que t'es vraiment pro en nœud, là. Si j'ai besoin d'attacher quelque chose, je peux t'appeler, maintenant. Normalement, oui, ça devrait bien aller. Je devrais être capable, mais c'est vrai, effectivement. Parce que, excuse-moi, j'ai fait mes cadets, ma carrière de cadet, comme cadet dans l'air, donc les cadets de l'air. Puis après, comme officier, j'étais dans la marine. Donc là, les marines, c'était plus les nœuds, effectivement. Mais les cadets de l'air, là, c'était plus tout ce qui avait rapport à la météo puis à l'aviation. Dans un épisode, à un moment donné, tu devrais nous apprendre comment faire des affaires de cadets. Ouais? Ah, c'est bon, c'est une excellente idée. Moi, je suis down. Je vais vous apprendre. Il va falloir que je ressorte mes livres un peu. Ça fait quand même depuis 2010 que j'ai mis fin à ma carrière militaire. Je vais dire que c'était vraiment effectivement ma carrière militaire. Mais il y a sûrement des choses très intéressantes que vous pourriez apprendre, tout à fait. Puis, les gens réalisent pas effectivement qu'est-ce que c'est le mouvement, le programme des cadets, c'est pas un mouvement, excusez, c'est un programme. Le programme des cadets, parce qu'ils pensent que c'est très associé à l'armée, tout ça, mais ça l'est pas. C'est souvent chapeauté, c'est chapeauté par des officiers qui, eux, sont des membres de la réserve, là, des membres des forces canadiennes au niveau de la réserve, mais il reste que ce qu'on apprend aux jeunes, c'est pas des choses qu'on apprendra aux jeunes dans l'armée. C'est pas le but de former des militaires ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il y a certaines activités qui peuvent s'y apparenter aussi, mais pas du tout dans le même but, puis pas aucunement dans la même optique, puis dans la même vibe. Fait que c'est des camps d'été de cadets, c'est le fun. Oui, c'est ça, il faut que tu fasses ton lit, il faut que tu le fasses bien, tout ça. Faut que J'allais te demander. t'as un uniforme, Tu tes bottes à côté de ton lit quand tu dors. Exactement, des choses comme ça, tu sais. Puis c'est quand même très... Tu fais le ménage de ta chambre, tu fais ton lavage, tu fais tout ton repassage. Tu sais, c'est toutes des choses que tu fais pas dans des camps de jour, des camps de vacances, là, tu sais. C'est pas le même. Mais il reste que ça apprend autre chose aussi, par exemple. Parce que quand tu reviens chez vous, là, puis ta mère a dit, bon, t'es capable de le faire ton lavage toi-même, là, même si t'as 11 ans, tu sais. J'ai pu à faire ton lavage pour toi, là, à 10 ans, à 11 ans, t'as fait un camp d'été, t'as passé 6 semaines à faire ton lavage toi-même. Tu es capable de le faire toi-même. À repasser tes choses toi-même, tu es capable de le repasser toi-même. Tu sais, ça apprend autre chose aussi, mais il n'y a pas rien que ça. Là. Il y a des camps d'été dans tous les univers, toutes les sphères. Fait que c'est super. Là. C'est toi qui avais demandé à aller là? C'est toi qui avais l'appel de la rigueur? Même pas, c'est quelqu'un qui me l'a proposé. C'est un de mes amis au secondaire qui m'a proposé ça. J'avais 12 ans, puis il m'a dit, il faisait une certaine forme de, je vais dire, de recrutement. Où il disait, il en parlait, parce que le but, c'est d'essayer d'en parler à d'autres jeunes pour aussi qu'ils se joignent au programme des cadets. Puis, c'est ça. J'ai commencé à 12 ans, j'ai fait plein d'années comme ça par la suite. Il y a des années où je me disais, ouais, là, j'ai envie de quitter. Puis ma mère a dit, non, tu as commencé pour l'année, tu le fais jusqu'à la fin. Tu décideras à la fin de l'année si tu veux. Puis finalement, d'année en année, je recommençais. Je refaisais un camp d'été, je recommençais. Puis par la suite, je suis devenu officier. Puis là, j'ai fait des formations extraordinaires aussi comme officier, parce que là, comme officier, tu es militaire, fait que là, tu es payé, puis ils t'envoient. Moi, j'ai fait une formation en BC, en Colombie-Britannique, à Esquimalt. C'est super. On a passé une semaine complète sur un bateau, pas des bateaux de croisière, on s'entend, mais c'est des bateaux militaires petits, là. Mais à vraiment faire des drills d'exercices sur des bateaux, puis genre, OK, t'as un homme à la mer, puis là, OK, il y a les machines qui fonctionnent plus, il faut faire manuel. Écoute, je suis revenu, je vous jure, en l'espace, c'était un petit peu plus qu'une semaine, c'est 10 jours, mais j'avais des fucking muscles après 10 jours. J'étais comme, rien, j'ai jamais eu ça de ma vie. En tout cas, whatever. Ça veut dire que tu étais raqué tous les soirs, par exemple? Oui, non. Tu dors en salle, mais c'est tellement hot, là. Je veux dire, la Colombie-Britannique a tellement des beaux spots sur l'eau pour aller partout, là. C'est vraiment, vraiment beau. Mais tu faisais ça par intérêt personnel ou parce que tu entrevoyais vraiment un futur dans l'armée?
Non, non, j'avais pas une intention d'aller dans l'armée. Je l'étais, comme je te dis, j'étais membre des forces, j'avais mon name tag, j'avais vraiment ma carte militaire. C'est juste que les gens pensent que dans l'armée, ça veut dire d'aller dans la guerre, ça veut dire d'aller, ce qu'on voit, tu sais, vraiment s'habiller pour partir en mission, pour partir à... Non, il y a plein de sphères, tu sais, l'armée, c'est comme une société en tant que telle. Tu as besoin d'ingénieurs là-dedans, tu as besoin d'infirmières là-dedans. Ma mère était infirmière dans l'armée. Tu as besoin de cuisiniers. Mon grand-père était cuisinier dans l'armée. Tu as besoin de musiciens dans l'armée. Tu as besoin de... J'ai un de mes amis qui est le premier chanteur officiel de l'armée canadienne. C'est David Grenon, pour ne pas le nommer. Ça a été vraiment lui le tout premier chanteur. Lui, sa job, c'est de chanter. C'est un militaire à temps plein. Il est basé à Calgary en ce moment. Puis il chante. Il fait que chanter. C'est ça sa job. Il a le droit de chanter d'autres choses que l'hymne national. Oui, exactement. Mais il chante pour plein de choses aussi. Il a chanté pour des hymnes dans la Ligue nationale. Il a chanté dans les matchs de baseball, de whatever. Il chante à plein de places. Mais il fait des tournées de spectacles aussi. Mais là, évidemment, moins dans le temps de la COVID. Mais il fait des tournées de spectacles, mais en tant que chanteur. C'est fou, tu sais, c'est ça. Et leur job aussi, c'est des fois, je sais pas c'est quoi le thème en français, mais entertain the troops aussi, de chanter pour lâcher prise un peu. Oui, absolument. Mais c'est sûr et certain que, oui, c'est clair, ils peuvent être déployés aussi pour aller dire, ben OK, on va offrir notre spectacle ailleurs. Puis, il y a des chansons qui font aussi qui sont, je vais dire, excusez, je vais être un peu cliché, là, mais des chansons gars, rock, tout ça, pour plaire évidemment à ceux qui sont aux militaires aussi, mais ils ont de tout, là, ils font un répertoire complètement varié. C'est ça l'armée, c'est ça que les gens pensent que c'est vraiment juste du fusil puis aller se faire, aller poser des bombes, puis non, pas partout, là. Je veux dire, c'est ça qu'on entend parler. Mais c'est comme la drague, tu sais, il y a tellement de sphères dans la drague, on entend parler souvent de celles qui sont juste plus marginales ou plus sexy ou trop qui font parler d'elles, mais il y en a une multitude de variétés dans la drague, tu sais. Mais en tout cas, bon, je suis pas en train de comparer l'armée à la drague, c'est pour ça que je dis. Mais ça, j'allais dire, c'est un art d'être capable de comparer l'armée à la drague. Là, mais c'est vrai, il y a plein de variétés. Toi, aurais-tu fait une carrière militaire, Rosalie? Moi, ça, jamais. J'aurais pas été capable. J'ai même pas été capable de finir ma scolarité tellement j'aimais pas l'autorité. Ah oui, pour vrai, OK. Mais je sais que tu as fait pourtant des cours de ballet, des cours de jazz, ballet jazz, tout ça, des choses comme ça. I did my research, girl. Mais tu vois, quand j'étais petite, j'ai commencé à faire du ballet jazz à 5 ans. Puis moi, j'ai pas fini ma saison parce que je disais à maman, là, c'est tout le temps la même affaire, là, on fait tout le temps rien que des maudits pas chassés. J'ai dit, j'aime pas ça, arrête, je vais jamais te forcer. Fait que tu vois, moi, j'ai fait équitation, cirque, natation, ballet, name it. Puis j'accrochais jamais parce que j'aime pas ça qu'on me dise quoi faire. Fait que l'armée, là, moi, quand j'étais ado, je contestais chacune des règles qu'on pouvait me donner. Si je la comprenais pas, j'avais pas envie de l'appliquer. Fait que non, l'armée, ça l'aurait pas fait pour moi. Mais je fais par exemple. C'est le genre de fait à demander, mais le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Non, mais explique-moi. Fais-moi le comprendre. Si je suis d'accord avec toi, je vais le faire. Mais moi, me faire dire, tu le fais parce que je te le dis, ça ne marchera pas. Apprends-moi à développer mon libre arbitre. Je trouve ça bien plus intéressant que de me dire. Mais en même temps, j'admire les gens qui sont super rigoureux et qui ça. Pour moi, c'est une qualité que j'ai pas. Fait que c'est sûr que j'ai vraiment beaucoup de respect et d'admiration, mais non, Moi aussi, mon mot préféré, jeune, adolescent, c'était pourquoi. Exact. Pourquoi, je voulais savoir pourquoi je fais ça, pourquoi toi tu fais ça, ça va nous mener à où. Moi, ça n'a pas pris de temps que je trouve l'art. J'ai fait un peu de sport, on s'est rendu compte assez vite que c'était pas. Ça faisait pas partie de moi. J'ai fait un peu de soccer, puis un peu de soccer, puis un peu de basket. Oui, j'ai fait ça. Puis après ça, là, je suis rentré dans le chant, puis dans le théâtre, tout ça. Puis là, j'ai trouvé ce qui fonctionnait. Mais puis je trouve aussi que quand tu trouves, justement, pour toi, Baroda, c'était les cadets, puis quand tu trouves ce qui marche pour toi, là, ça te développe tellement en tant que personne. Moi, ces années-là de cours de chant puis de cours de théâtre, c'est vraiment ce qui m'a formé puis ce qui m'a forgé en tant que personne que je suis aujourd'hui. Ah, c'est super cool. Mon Dieu que c'est des beaux messages quand même. Mettons, parlant de messages, justement, là, si tu avais une question vraiment random, si tu avais une classe... Non, je vais te mettre dans une situation différente. Mettons, je sais que c'est pas dans ce cadre-là, mais si tu allais faire une formation, pas une formation, une présentation comme pour le gris. Est-ce que tu sais c'est quoi le gris, là, qui vont dans les écoles pour parler
de différentes orientations sexuelles ou quoi que ce soit. J'ai choisi des fois, tu sais, quand on fait des émissions à la télé, il faut choisir des fondations. J'alterne toujours entre le gris et les calaques. Ah, pour vrai, c'est bien cool. Ah, génial. C'est vraiment cool que tu fasses ça. Mais oui, parce qu'ils font vraiment un travail essentiel. Vraiment, vraiment, vraiment. Ben oui, tellement. Les gens qui s'impliquent au gris là, sont vraiment des super-héros, je pense qu'on peut le dire, parce qu'ils changent des vies, ni plus ni moins. Mais toi, tu avais un message à donner aux jeunes, mettons, aux générations qui s'en viennent, tout ça, ça serait quoi? Un seul. Mais c'est ça, c'est top des affaires de un seul. Mais je pense que si je peux m'adresser aux jeunes, ce que je dirais, c'est perds pas ton temps à taïr. J'ai l'impression que c'est un message que je pourrais m'adresser encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est l'estime de soi, c'est quelque chose qu'on développe tellement tard dans la vie. Ça vient avec l'expérience, tu sais, qu'on a acquise. Puis moi, je suis tellement tannée de lire des châtelaines où une femme de 50 ans pose sur le cover en disant « Je me sens aujourd'hui plus femme que jamais. » Tu sais, ça fait 30 ans que tu es une femme, pourquoi ça fait pas 30 ans que tu en profites? Moi, c'est ça, je dirais aux jeunes. Il y a tellement tout le temps des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues que essaye aussi vite possible d'arrêter d'être ton propre ennemi parce que tu t'empêches d'aider les autres aussi. T'sais, il faut que tu te laisses être pleinement ce que tu veux être, puis que tu n'attendes aucune permission, puis que tu n'attendes pas des années avant de catcher ça. Je pense que ce serait ça. Je dirais, dépêchez-vous de vous aimer, c'est important. Oh, wow. Toi, tu t'aimes? C'est drôle, c'est bien dit ça parce que il n'y a pas de bon moment pour l'apprendre, puis je pense pas qu'on l'apprend pleinement jamais, là, comment s'aimer. Mais moi, comment c'est venu, c'est vraiment en faisant ça. En étant drague, on dirait que j'ai comme été obligé de développer quelqu'un d'autre, puis j'ai appris à m'aimer moi en tant que personne. Ah, c'est hot, ça. Ouais, puis je trouve vraiment que ça m'a aidé. Puis tu sais, c'est rare qu'on entend des personnes plus rondes dire « Ah, je m'aime » ou « Je me trouve beau » ou « Je me trouve belle ». Puis on a besoin de se le dire, on a besoin de l'entendre, on a besoin de voir cette personne-là à la télévision qui me ressemble, qui me dit moi, je m'aime, je m'assume. On a besoin de ce monde-là. Puis je trouve qu'on est rendu avec une génération qu'on est en train de faire ça. Oui, puis que ça devienne monnaie courante aussi. J'ai l'impression que ça soit la taille ou, en fait, tout ce qui est plus marginalisé, là, que ce soit justement les filles avec des poils ou des personnes plus rondes ou whatever quoi. Souvent, ce qu'on va dire, c'est « Hey, c'est hot que tu t'aimes, bravo! » Mais jamais, tu sais, dans le sens où jamais on va dire ça à ceux et celles qui ressemblent à tout le monde. Fait que je trouverais ça hot que ça devienne plus quelque chose de politique, de s'accepter malgré que ce soit juste, ben pas malgré quoi, t'es super hot, c'est sûr que tu t'assumes, tu sais. Ouais, mais ça passe aussi par l'exposition. J'ai vu une vidéo récemment en ligne, j'ai vu un extrait, là, je pourrais même pas vous dire ça vient de où, c'était juste, je scrollais, puis c'était tout du monde qui avait une malformation, je sais pas si c'est le bon mot, mais au visage. Fait que quelqu'un qui avait une brûlure au visage ou quelqu'un qui avait eu de l'acné sévère, fait qu'il y avait beaucoup de cicatrices, tous des cas comme ça. Là. Quelqu'un qui avait une malformation qui était visuelle, puis la seule question qu'il leur posait, c'est « Est-ce que tu te trouves beau ou belle? » Si du monde comme ça sont capables de dire « oui », puis quand eux autres sont confrontés à tous les jours à regarder quelque chose qui est pas la personne qu'eux autres pensaient qu'elle allait être ou qui était destinée à être à la base, ils sont capables de dire oui, je vois pas pourquoi n'importe qui d'autre serait en mesure de dire non. Tu sais, je vois pas. C'était vraiment une belle force de tout ce monde-là. Puis il y en a quelques autres qui ont dit non, moi je me trouve pas beau, puis c'est leur réalité aussi. Tu sais, je pense que de dire moi je me trouve pas beau, mais de savoir le travail que tu as à faire pour te trouver beau, c'est déjà un chemin entreprenant, tu sais. Fait que je sais pas, il n'y avait pas de point à mon histoire, mais je trouvais ça... Ben oui, il y en a un point, effectivement. Non, au contraire, moi, je trouve qu'il y en a un point. Moi tu vois, c'est le petit vidéo du papa qui est avec sa petite fille devant le miroir et qui lui fait réciter son espèce de petit message. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, ça, là, où il dit Nobody is better than you. And, comment il dit You're better than nobody, nobody's better than you. Quelque chose du genre, là, pour lui dire, regarde, t'es pas meilleur qu'un autre, mais laisse pas les autres dire qu'ils sont meilleurs que toi parce que oui, ça se pourrait que tu sois pas la meilleure dans un sphère, mais ton tout fait de toi la meilleure personne qui a ce tout-là.
Puis l'autre personne, elle a un tout, puis ce tout-là est pas meilleur que le tien, mais il est bon dans ça, tu sais. C'est parce que souvent, les gens se comparent sur une affaire, mais l'être humain, c'est pas une affaire, c'est un ensemble. Puis il y a aucune personne qui peut dire qu'il y a... À moins d'avoir été un jumeau si à moi, là, genre, oh, à qui tu donnes un bec? C'est qui t'a... C'est mon poulet qui s'en va. Oh, ton poulet, ton petit poulet! Mais c'est un gars, là, c'est pas une vraie poule qui vient de... C'est un humain. Oui, on spécifie quand même. Mais bref, c'est ça. Tu sais, je trouve ça important de dire que de ne pas oublier qu'on est un tout, de ne pas oublier qu'on ça se pourrait qu'il y ait des sphères où on est moins bon, ça se pourrait, mais il n'y a personne qui a marché tout, qui a vécu toutes les expériences que toi, tu as vécues pour en arriver où toi, tu es là. Fait que laisse personne juger de ce que tu es rendu là en ce moment parce qu'ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu avant. Tu sais, les bonnes comme les moins bonnes expériences. Tu sais. Mais écoute, c'est sûr que c'est facile à dire parce que j'ai quand même eu des bonnes expériences dans ma vie. Puis, tu sais, j'ai pas eu des parents violents ou j'ai pas eu, je me suis pas fait violer. Ou, tu sais, on s'entend, là. C'est sûr que quand c'est des situations comme ça, clairement, c'est des situations où il faut le dire aux gens, dénoncez-les, ça n'a aucun bon sens, mais c'est pas évident. Comment vous composez avec ça? Vous, tu sais, le fait d'avoir un podcast, clairement, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des trolls. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'on dit souvent « Ah, moi, ça me fait rien, ça me fait rien. » Vous, comment vous dealez avec ça, les opinions divergentes ou les commentaires haineux, tout simplement? Ben, je vais laisser Gab répondre, parce que j'ai ma réponse, mais je vais laisser Gab répondre après. Ben, pour ma part, côté public, là, je vais être chanceux. J'en ai pas eu beaucoup des moments comme ça. Tu sais, il y en a eu, on en a toutes, mais j'en ai pas eu énormément. Je pense, je le vois toujours de deux côtés. On dirait qu'il y en a que c'est des commentaires qui ont un aspect constructif, que tu peux lire, tu peux appliquer, tu peux apprendre de ce commentaire-là. Puis il y en a d'autres que un peu, faut que tu te tasses puis que tu fasses comme cette personne-là a dit ça, parfait. Tout le monde a droit de passer ce qu'il pense. Tout le monde a droit à son opinion, mais des opinions, c'est un peu comme un trou de cul, tout le monde en a. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, tu le prends, je pense qu'il faut que tu choisisses ce que tu veux faire avec cette opinion-là que la personne te partage. Puis là, tu peux soit grandir ou t'en foutre, puis c'est les deux options que moi je choisis. Là. Est-ce que je l'applique? Est-ce que j'essaie de prendre ça comme une opportunité de grandir ou ça n'ajoutait rien à ma journée? Ouais. Ben, puis en même temps, quand tu dis une opinion, c'est comme un trou de cul, tout le monde en a un, effectivement, puis il y en a pour qui le trou de cul fait plus de bruit que d'autres. Il y en a pour qui le trou de cul est plus sale que d'autres aussi. Mais bon. Moi, mon opinion par rapport à ça, là, c'est vraiment que je vais beaucoup regarder l'expérience de la personne qui juge. Je veux dire, moi, si je m'en vais voir, je sais pas, je donne un exemple, c'est le premier exemple qui me donne en tête, mais Joanie Rochette, elle en fait plus, mais en tout cas, n'importe quelle personne qui fait du patinage artistique, qui fait t'as raté ton triple axel tantôt, ben oui, mais t'es qui? T'es-tu capable d'en faire des triple axel? T'es-tu rendu au stade où je suis rendu? Non. Bon, parce que quelqu'un qui est rendu au stade où je suis rendu, ou je sais pas moi, quelqu'un qui, exemple, fait un podcast, qui se permet de faire un commentaire sur mon podcast, je sais qu'il va le faire de façon constructive. Je sais que cette personne-là, elle va pas dire hey, votre podcast, c'est juste de la merde. Non, elle va dire hey, c'est super cool, mais attention, il y a tel détail que je ne ferais pas de cette façon-là. Puis je le sais, j'en ai un podcast, blablabla. Puis là, il mettrait son expérience à profit pour moi. Tu sais? Alors que quelqu'un qui n'a pas d'idée c'est quoi la drague. Je reviens à mon exemple de Madame B, excuse-moi pour Rosalie, pour que tu comprennes, Madame B, c'est Madame Bombardier, Denise de son prénom, mais je l'appelle jamais Madame Bombardier, je l'appelle Madame B. Bref. Madame B avait fait un commentaire dans un de ses éditoriaux, ses affaires, sur lecture du conte que j'avais fait. Du moins, elle faisait un texte sur plein de choses et elle mentionnait justement sur l'anxiété des enfants, elle mentionnait entre autres, une heure du conte que moi je fais. Je fais des lectures du conte dans les bibliothèques, les garderies, etc. Puis, le commentaire, au départ, j'ai même pas eu envie de répliquer parce que je fais comme, elle n'était même pas là. Comment veux-tu? Je veux dire, elle n'a pas à avoir l'expérience du monde. Elle n'était même pas là à l'activité. Je veux dire, oui, ça se pourrait que tu aies peut-être vu plein d'autres drag queens qui ne sont pas appropriées pour ça. Peut-être que toi, ton expérience avec les drags
tu te dis, ça n'a pas de bon sens, ça va juste amener de l'anxiété aux enfants. Puis c'est pour ça que tu dis ça. Mais tu n'étais pas là à mon activité, à moi. Viens à mon activité, regarde comment c'est fait, puis après, donne-moi tes commentaires. Là, je vais les écouter, puis je vais trouver que je vais y accorder de l'importance. Mais j'ai pas accordé d'importance. Bon, là, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais là, c'est parce que si tu réponds pas, c'est comme s'ils donnaient, qui ne dit mot consent, là, comme on dit. Ouais. Là, je me suis permis de répondre, mais de façon, en disant, en tout cas, tu sais, que ça me passait sur le de la tête, mais c'est vrai, parce que c'est pas le commentaire de quelqu'un qui a l'expérience de ça. Je veux dire, qui a vécu l'expérience. Puis de nos jours, là, énormément de choses, puis malheureusement, c'est beaucoup ce qui se passe en ce moment. Il y a deux choses, selon moi. Les gens jugent avant. Beaucoup, 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 beaucoup. Le gouvernement annonce telle affaire, levée de bouclier par les médias, par les affaires, avant même que ça se fasse. Tu sais? Je comprends, c'est vrai, il y a des choses où tu te dis, là, clairement, on s'en va dans un mur. Minute, là, ça n'a pas de bon sens, me semble. Mais, en même temps, on n'est pas à leur place. Fait que peut-être que si on était à leur place, puis on avait vu tous les éléments, on ne se permettrait pas de le dire avant que ça soit fait. On se permettrait d'attendre que ce soit fait pour faire « Ouais, finalement, il avait raison, ça a bien été, ça a été ça. » Mais, bon, ça, c'est une chose. Puis deuxièmement, c'est le fait que tout le monde dit tout publiquement en ce moment. Ce qui fait en sorte Tout le monde a une plateforme. Tout le monde a une plateforme. Exactement, exactement. Ce qui fait en sorte que la personne dont l'opinion est basée sur un rien a autant de crédibilité ou de visibilité, pas de crédibilité, mais de visibilité que la personne qui a énormément d'expérience dans le domaine. Tu as beau avoir 10-15 ans d'expérience dans le domaine, ton post à toi va avoir la même visibilité peut-être que quelqu'un qui a fait quelque chose dont l'algorithme a juste partagé ça plus souvent ou qui a plus de followers, qui a plus de whatever. Ce qui fait en sorte que, voilà. Avant, c'était pas comme ça. Tu sais, les personnes qu'on entendait parler à la radio, les journalistes ou quoi que ce soit, souvent, c'était des gens d'expérience, des gens qui venaient commenter quelque chose, c'était des gens qui avaient l'expérience dans le domaine qui venaient commenter. Mais aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde peut commenter puis avoir la même visibilité que la personne qui a l'expérience. Ça, c'est hyper... En tout cas, je pense que c'est hyper... c'est pas sain pour un débat puis pour une société, là. Je pense que c'est même super dangereux, puis surtout que, tu sais, là, on parlait de Madame B. J'adore parce que ça peut être aussi Madame Bitch, tu sais, ça peut être super anonyme. J'avais même pas pensé à ça, j'adore ça, c'est très drôle. Mais tu sais, clairement, le journalisme n'est plus ce que c'était. Là. Moi, je trouve que dans les journaux, premièrement, il y a beaucoup plus d'opinions que de journalisme vraiment très impartial. Puis encore une fois, je pense que c'est sage, justement, de savoir qui émet le commentaire. Tu sais, souvent, premièrement, ce qu'on dit, puis tu sais, ça s'applique même pour nous, ce qu'on dit, ça en dit toujours, ce qu'on dit sur les autres, en fait, ça en dit plus long sur nous que sur les autres parce que notre perception du monde est teintée de notre expérience. Donc, c'est sûr que ça part toujours de où on vient, mais je pense que quand on les reçoit, c'est ça, justement, de regarder d'où vient la personne, puis de savoir est-ce que c'est le genre de personne où il y a une ouverture, où on peut entrer en débat et discuter, ou de se dire, bien clairement, cette personne-là est fermée d'esprit, je n'arriverai pas à la convaincre, ça ne sert à rien que je mette de l'énergie là-dessus, on passe à un autre appel. Tu sais, je trouve que des fois, la façon dont le commentaire est articulé, tu sens s'il y a une place à l'échange, ou bien si c'est juste quelqu'un qui peut te faire chier, puis tu te dis, gars, ça ne sert à rien que je réponde, parce que clairement, lui ou elle voulait juste se défouler, c'est fait. Puis moi, ça va me drainer encore plus d'énergie. Tu sais, déjà que c'est vrai, tu sais, on a beau dire, moi, ça me fait rien les commentaires. Ça reste quand même une dose de négativité, tu sais, qui revient. Fait que de prendre le temps de répondre, des fois, ça en demande encore plus, tu sais. Oui, c'est ça. Et des fois, on peut se faire prendre dans ce jeu-là aussi de je vais répondre, puis tu te mets à être fâché ou tu sais, d'essayer de confronter, puis là, t'es embarqué dans le bateau, puis c'est pas ce que tu voulais au début, puis la personne qui a commenté a juste su ce qu'elle voulait au début. Là. Exactement, parce que aussi, ce qui arrive, c'est que tu commentes, ou peu importe ce que tu dis, ce que tu répliques, le fait qu'il y ait une réplique, ben ça crée de la visibilité encore plus, parce que c'est ça le principe des algorithmes puis de tout ça en ce moment, c'est que plus ça fait jaser, en bien ou en mal, mais plus ça va avoir de la visibilité. Tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est ça le principe en ce moment, ce qui fait que de répliquer à ça, c'est un couteau à double tranchant parce que tu dis,
peut-être que, la discussion ira même pas où je veux qu'elle aille, mais en plus, je vais donner de la visibilité, pas la crédibilité, la visibilité à ce commentaire négatif-là en y répondant. T'sais? Fait que il faut faire bien attention. Puis malheureusement, avec la pandémie, puis on l'a vu beaucoup quand même aussi, les gens étant énormément plus à la maison, se permettent de jaser beaucoup et de discuter beaucoup sur des choses qui les concernent eux, donc dans ce que Facebook ou Instagram ou peu importe leur montre. Et donc, ça fait en sorte que les gens s'imaginent qu'il y a juste eux qui pensent comme ça. Et dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui est peut-être un petit peu de l'opinion différente, d'une opinion différente, bien, ça les confronte énormément. Il n'y a plus de discussion dans ce temps-là parce que tout ce que tu vois dans ton univers, dans ton ordinateur, parce que c'est comme ça qu'on voit le monde de nos jours. Là. Je dis ordinateur, mais excusez, c'est cellulaire, là, clairement, c'est plus l'ordinateur. Mais c'est des choses que toi, tu as choisi de voir ou que les algorithmes ont choisi de te montrer. Chambre à écho. Avez-vous écouté de choses d'événements? Ah, non? Non, un récent documentaire qui a été mis sur Netflix sur justement le clivage des opinions qui est en train de se créer à cause des algorithmes, à cause de ce phénomène-là de chambre à écho, à cause des collectes et des données. La montée est super dramatique, puis à la fin, la question qui est posée aux experts, c'est où vous pensez que ça va s'en aller, cette espèce de machine-là qu'on a créée. Puis lui, il répond, ben, it's gonna be a civil war. Genre, on va finir en guerre civile parce que les opinions sont de plus en plus polarisées, puis nos opinions sont de plus en plus, justement, encouragées par d'autres personnes qui pensent comme nous. Donc, l'espèce d'écart entre les opinions ne fait que grandir d'année en année, ce qui est un peu épeurant, parce que le dialogue n'existe plus pratiquement. Ouais, exactement. C'est très, très dangereux de polariser des débats parce que dès que, tu sais, mettons quelqu'un qui est ici, puis toi, tu lui dis, ben moi, je suis presque là, mais je suis ici. Automatiquement, la personne, elle va dire, ben si t'es pas pour moi, t'es contre moi, t'es de l'autre part. Toujours. C'est hyper dangereux de polariser des débats comme ça. Et malheureusement, c'est souvent ça qui se produit sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, s'il y a un message en ce moment que je dis, c'est de faire extrêmement attention à ça. Faire extrêmement attention de juger d'avance et de se prononcer encore pire, si on se permet de se prononcer. Mais de juger noir ou blanc. C'est jamais noir ou blanc. C'est 50 Shades of Grey. C'est toujours ça, la vie. C'est 50 Shades of Grey. Mais il faut faire attention parce que... Puis, tu sais, en plus, quand je regarde, j'avais la réflexion l'autre jour, quand je regarde aux États-Unis, c'est un pays polarisé. T'es républicain ou t'es démocrate. Mais c'est pas nouveau, ça, là. Mais non, c'est pas nouveau. Ben ça, c'est pas nouveau. Puis dès que les gens font comme c'est un ou c'est l'autre, il n'y a jamais d'option ou d'autres options. Ben là, il y a une troisième option, il y a Kanye West, là, mais ça mène pas une option. Voilà, on tombe dans la politique. Seulement comme candidat officiel? Je pense que oui, mais je pense que c'est pas dans tous les États parce que malheureusement, excusez, j'ai dit malheureusement, ça c'est mon whatever, c'est même pas malheureux. Mais je pense que dans certains États, ils n'ont pas accepté sa candidature à cause de certaines technicalités ou quoi que ce soit. Mais techniquement, oui, il est candidat, tu pourrais, si tu es américain, voter pour Kanye West. Puis on le sait très bien avec les États-Unis que tout est possible. Oui, dans le fond, comme dans le Rosalie, c'est déjà c'est fini notre podcast. Hey, merci tellement de m'avoir reçu. T'es une personne extraordinaire. C'est un plaisir de jaser avec toi, vraiment. Vraiment, ça fait du bien. T'as tellement une énergie extraordinaire. Là, je veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, parce que si on veut t'entendre à nouveau, on t'écoute où? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout ça. Là, je fais plus de radio. Ça, je peux le confirmer parce qu'on m'en parle encore souvent. Je pense que mes chroniques vivent encore un peu sur Internet, mais là, j'en fais plus pour l'instant. Je me concentre sur autre chose. Dès janvier, il y aura 2 hommes en or qui va être un nouveau défi pour moi. Je me joins à PY et Patrick. Je viens... Tu y vas, excuse-moi, je me permets de te poser la question, mais tu y vas comment? Comme chroniqueuse? Tu te joins pas, t'es pas une troisième personne, là, c'est pas genre 2 hommes et Rosalie Vaillancourt en or, là. Pas vrai que j'ai dit Rosalie Vaillancourt! Je suis con. Excuse-moi, je reprends. On va le couper au montage. Et non, moi, à toutes les fois qu'on pense que je suis elle, je suis super flattée. Moi, j'ai même pas le goût de corriger. Je suis comme, OK, tu penses que je suis une belle Je sais que t'es pas Rosalie Vaillancourt parce qu'on l'a eu, mais c'est justement parce qu'on l'a eu au podcast que je me mélange de noms.
Mais bref, t'es pas une troisième personne là, dans l'équipe, là. Ça serait Ben, hot. comme. Ah! À chaque semaine, en tout cas. What? C'est Ouais. bien génial! Deux hommes et la femme en or, c'est toi la femme en or? Exact. Mais justement, on s'est demandé, est-ce qu'on change le titre? Est-ce qu'on, tu sais, deux hommes et filles? Moi, je trouve que ça fait un peu comme... en tout cas, bref, je sais pas trop ce qui va se passer avec ça, mais certainement, ça va être un nouveau défi. La télé en direct avec ces deux gars super cool. Il va y avoir ça. Il va y avoir éventuellement le film qui va sortir. J'ai tourné un film il y a 1 an. J'ai eu la chance d'avoir le rôle principal dans ce film-là, qui est mon premier long, qui risque de sortir éventuellement. Puis, en attendant, bon, toujours un petit peu d'apparition télé, tu sais, je fais encore de la collabo sur plusieurs shows, mais je vais profiter de l'automne pour écrire des chansons pour mes amis artistes, écrire moi-même, j'aimerais ça. M'écrire une chanson, j'aimerais ça. OK, on se partira un autre Zoom. Oh mon Dieu, n'importe quand. Ouais, vraiment down de faire ça. Puis sinon, je vais essayer de vivre aussi pour pas me réveiller à 30 ans en me disant « Mon Dieu, j'ai pas profité de ma vingtaine! » Fait que je profite encore un petit peu de la Mais là, t'as encore le temps, là, t'as 24 ans. On s'entend que t'es quand même encore jeune, là, n'est-ce pas? Ouais, un tout frais 24 ans. En plus. Eh, mon Dieu. Moi, j'ai plus 24 ans, c'est tout ce que je vais dire. Hey, Rosalie, bon enfant. Ça a été vraiment, vraiment un immense plaisir. Merci pour ton beau sourire, ta belle énergie. Tu nous donnes vraiment un soleil dans ce temps-ci, dans cette année un peu difficile. Mais merci infiniment. Puis on te souhaite la meilleure des chances pour tous tes projets. Tellement fait. On dirait que vous venez de me renvoyer du tapis rouge d'OD. Hey, magnifique sourire, magnifique énergie. Mais le nom dans l'enveloppe, c'est Rosalie Bonenfant. Désolée. Eh ben, ça me fait pas de peine. Je suis vraiment contente de l'avoir vécu. Merci. Tu peux revenir quand tu veux. Ça peut être Big Black, puis tu vas être la Beautiful quand tu veux. Hey, mon Dieu, ben oui, c'est ça. Tu peux débarquer dans tous nos podcasts quand tu veux. On te donne la permission. Promis que la prochaine fois, je vais me forcer de la face. Je vais me doucher même et tout. Hey, merci infiniment. C'était vraiment cool de m'entretenir avec vous. J'ai passé une très belle heure en votre compagnie. Merci. Passe une très belle soirée, vie, et on se reparle bientôt. Ben, nous, on se revoit dans 2 semaines, tout le monde, au podcast Big Black and Beautiful et peut-être avec Rosalie, mais là, ben, pas là. Mais éventuellement. Ciao tout le monde. Au revoir.